Bonjour Elisabeth, bonjour Xavier Barret, l'un de nos consultants pour cette Salut Coupe du Xavier. Monde. Il a des petits yeux Xavier aujourd'hui parce que jusqu'à 3h30, il était chez les confrères de RFI à commenter Côte d'Ivoire, Équateur, mais il est bien avec nous et prêt à... Je peux vous en parler. Oui, bien sûr, on va en parler. On va commencer avec évidemment le sommaire de cette journée. C'est parti pour la 5e journée de compétition. On va évidemment faire le point aujourd'hui sur les matchs à suivre. On reviendra d'abord avec vous sur les résultats de la nuit, Benoît. Oui, la Tunisie notamment qui s'est effondrée face à la Suède 5-1. Ça s'est beaucoup mieux passé pour la Côte d'Ivoire 1-0 face à l'Équateur. Et puis le carton de la nuit pour l'Allemagne face au plus petit État qualifié dans ce mondial, le Curaçao. Et nous vous parlerons aussi évidemment du dernier jour de préparation des Bleus. Nos Bleus qui entrent demain dans la compétition. Rendez-vous 21h face au Sénégal. Allez, comme chaque jour, on va commencer avec les résultats de la nuit. La lourde défaite des Tunisiens pour leur entrée en lice, Benoît. Tunis et Tunisiens, Elisabeth 5-1, les Aigles de Carthage de Sabri Lamouchi qui sont écroulés après l'heure de jeu alors qu'ils étaient menés 2-1. 3 buts encaissés dans la dernière demi-heure. Beaucoup trop d'erreurs individuelles. Xavier, sur ce match, c'est d'ailleurs ce qu'a pointé le sélectionneur Sabri Lamouchi. Oui, Sabri Lamouchi qui est d'ailleurs menacé, parce que forcément, quand on prend une claque comme celle-là d'entrée dans la Coupe du Monde, quand on est la Tunisie, qui est un habitué de la compétition, même s'ils sont jamais sortis des poules du premier tour, qui est le premier pays africain à avoir rapporté un point à l'Afrique, c'était à la Coupe du Monde 1978, ils avaient fait un match nul contre le Mexique à l'époque. Donc c'est un pays qui a une histoire dans la Coupe du Monde, et donc prendre 5-1 d'entrée, c'est une vraie claque, d'autant plus que ça s'additionne à un 5-0 en amical contre la Belgique, peu avant de partir pour les États-Unis. Donc il y a une vraie inquiétude au niveau du potentiel de cette équipe tunisienne. On avait vu lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations qu'on avait suivi ici avec vous, Benoît, pour France 24, on avait vu une équipe en reconstruction avec des jeunes qui étaient arrivés, et puis là, à l'évidence, l'entraîneur a changé. Sabri Lamouchi est arrivé avec plein d'ambition, mais l'amalgame tarde à se faire. Là, clairement, vous dites aujourd'hui qu'il est menacé et qu'il pourrait sauter dans les heures qui viennent. Oui, c'est une rumeur qui court. On attend de voir si c'est confirmé ou pas. Mais c'est sûr que Sabri Lamouchi a déjà été beaucoup mis au défi par différentes personnes. La greffe, visiblement, ne prend pas. Et ce ne serait pas la première fois, d'ailleurs, que la Tunisie procède de la sorte quand un entraîneur ne fait pas l'affaire. Bon, en tout cas, c'est une défaite qui va marquer les Tunisiens pour la suite de la compétition, forcément. Bien sûr. Alors, ils partaient avec des ambitions très mesurées. Ils savaient que cette compétition allait s'annoncer compliquée. Ils sont dans un groupe relevé. Les derniers matchs amicaux, je vous l'ai dit, étaient donc pas très optimistes quant à leur perspective de réussir. Mais il y avait cette reconstruction de l'équipe avec beaucoup de jeunes joueurs. On a viré tous les anciens comme Msakni, Meria, Mahaloul, qui étaient des joueurs historiques de la sélection. Et donc, on a fait venir des jeunes comme Saad, comme Ayari, comme Achouri, comme le jeune Eloumi, qui est né au Canada et qui vient de rejoindre la sélection. Il a 18 ans à peine. Et en fait, pour le moment, le résultat n'est pas du tout celui espéré. Donc, il y a un vrai souci pour la Tunisie aujourd'hui. Voilà, un mot sur les Suédois. Les Suédois qui entrent parfaitement dans la compétition. Eux qui avaient arraché leur qualification face à la Pologne. À la Pologne. Invité de dernière minute. Et ils étaient qualifiés, ils étaient éliminés par la phase des éliminatoires. Ils ont été repêchés par ce qui s'appelle la Ligue des Nations, une nouvelle compétition qui en est à sa 4e édition en ce qui concerne de l'Europe et qui est d'ailleurs, je pense, un concept de compétition qui peut intéresser d'autres continents, notamment l'Afrique. Mais donc les Suédois, avec un entraîneur qui s'appelle Graham Potter et qui est un peu Harry Potter dans cette histoire parce que il a réussi en un laps de temps très court, en même pas une demi-saison, à redonner confiance aux Suédois. On savait qu'ils avaient un vrai potentiel, notamment offensif, avec Gyökeres, l'avant-centre d'Arsenal, et Alexander Isak, celui de Liverpool. C'est pas mal quand même. Et donc là, hier, ils se sont régalés puisqu'ils ont marqué chacun une fois, mais toute l'équipe a été à l'unisson. Et cette équipe de Suède, eh bien, elle n'est pas sans rappeler celle qui, en 1994, aux États-Unis, avait atteint les demi-finales de la compétition. Ça fait partie de la magie, donc, comme vous le disiez. Les Tunisiens qui vont encore avoir fort à faire lors des matchs suivants. Le Japon, puis les Pays-Bas, 2 équipes qui n'ont pas réussi à se départager la nuit dernière. Un match nul de partout. Ça s'est beaucoup mieux passé en revanche pour les Ivoiriens, Benoît. Absolument, les éléphants qui démarraient face à l'Équateur. 12 ans que la Côte d'Ivoire n'avait plus participé à une Coupe du Monde. Match engagé qui s'est finalement décanté à la 90e avec le seul but inscrit de la partie marqué par le jeune attaquant de Manchester
United. Amad Diallo, sorti du banc à l'heure de jeu. Les deux équipes qui avaient touché les montants, je crois, Xavier, à 4 reprises au cours de la partie. Il y a eu 3... Deux pour l'Équateur et une pour la Côte d'Ivoire. 3 fois. Ouais. Et nous, on va écouter Seko Fofana, tout de suite le milieu de terrain de la Côte d'Ivoire. À partir du moment où on n'a pas pris de but, on savait que quand on allait revenir, il fallait qu'on mette plus d'intensité. C'est vrai que voilà, ils nous ont aspiré un peu à ce qu'on sorte nos milieux. Donc tactiquement, ça a été un peu compliqué parce qu'on a couru beaucoup, mais on a corrigé ces choses-là à la mi-temps. Et puis après, voilà, on avait cette stratégie-là de faire entrer aussi des joueurs qui étaient capables de faire la différence. Et voilà, ça s'est vu. Donc on est très contents et on espère qu'on va bien profiter, bien récupérer et se préparer pour le match d'Allemagne. Voilà, bien parti ces Ivoiriens dans cette... Oui, parce qu'ils ont eu quand même une première période très compliquée. On l'a dit, deux frappes des Équatoriens sur la transversale. La charnière centrale, qui n'est pas la charnière centrale titulaire, elle était composée de Agbadou et de Singo hier soir. Elle a eu des faiblesses et a d'ailleurs laissé des occasions aux Équatoriens. Maintenant, Ivan Ndika, qui est normalement le pilier de cette défense, est actuellement indisponible. Il s'est blessé lors de la dernière journée du championnat d'Italie, puisqu'il joue à la Roma. Et donc, pour le moment, si la Côte d'Ivoire arrive à gagner sans lui, c'est mieux, parce que ça lui permet de continuer sa réathlétisation pour revenir sans précipiter son retour à la compétition. Et pour rentrer le plus tard possible, évidemment, dans la course. On fait le carton de la nuit, peut-être, Benoît, l'Allemagne face au petit poussé Curaçao. Ouais, un duel qui avait des allures de David contre Goliath. L'Allemagne, 4 fois championne du monde, face à cette petite île caribéenne située au large du Venezuela, qu'on découvre en Coupe du Monde. Les Allemands qui ont encore bien sorti le grand jeu hier soir après 2 fiascos, on le sait, 2 éliminations dès la phase de poule lors de la Coupe du Monde 2018, puis la Coupe du Monde 2022. Entrée en lice fracassante des Allemands 7-1. Mais on retiendra de cette rencontre également le premier but inscrit en Coupe du Monde par cette petite île donc de Curaçao, Livano Comenencia, à jamais dans l'histoire du foot de cette petite île. Lui, le buteur, ça a déclenché des scènes de liesse dans les tribunes. Large victoire. Qui est un joueur qui est né comme 25 des 26 joueurs aux Pays-Bas, qui a été formé au PSV Eindhoven. Et en fait, c'est un peu une équipe des Pays-Bas B. Et quand on connaît la rivalité qu'il y a entre les Néerlandais et les Allemands, on a vu un début de match très mais très ils sont engagé. montrés vaillants. Ils sont montrés bien vaillants, sûr, mais attention, c'est des bons joueurs, puisque sur les 26, il y en a 17 qui ont joué dans l'équipe des Pays-Bas, espoir, au moins de 20 ans, au moins de 18 ans. Donc c'est des joueurs qui avaient des grandes qualités, mais qui n'ont pas percé. Il y en a même 2 qui ont joué en équipe des Pays-Bas A. Donc du coup, c'était une équipe qui présentait un certain nombre de qualités au départ, mais le rouleau compresseur allemand ne leur a pas laissé la moindre chance. Bon, on ne peut pas parler de match référence pour l'Allemagne, qui n'a pas vraiment été mise au défi l'année dernière. En revanche, l'adversité, elle va monter d'un cran, voire de plusieurs crans pour le deuxième match des Allemands. Là, c'est un match qu'on attend, évidemment, l'une des affiches de cette phase de groupe. Contre la Côte d'Ivoire. Contre la Côte d'Ivoire, absolument. Bien sûr, parce que l'Allemagne, vous l'avez rappelé fort justement, Benoît, a été éliminée des 2 dernières Coupes du Monde dès le premier tour. Dès le premier tour, ça a été un affront absolu pour l'Allemagne. Et donc, du coup, les Allemands se retrouvent... Alors qu'elle restait sur un titre en 2014. Exactement. Et entre-temps, à l'Euro, ils avaient été bons, notamment le dernier Euro. Encore, là, ils ont été en quart de finale, éliminés de très peu par l'Espagne. Donc l'Allemagne doit retrouver sa confiance. Le groupe a été considérablement rajeuni. Il ne reste plus qu'un champion du monde 2014 dans l'équipe. C'est le gardien Manuel Neuer, qui avait d'ailleurs pris sa retraite internationale et qui est revenu. Et Manuel Neuer, figurez-vous, Elisabeth, il a 40 ans. Il est plus âgé que le sélectionneur Jürgen Nagelsmann, qui n'en a que 38. C'est vrai que ça m'épate toujours l'âge de certains. 40 et le sélectionneur de Curaçao, qui est le sélectionneur le plus âgé des sélectionneurs engagés et qualifiés pour cette Coupe du Monde, 78 ans, dit Ken Dokat. Comment on dit les habitants de Curaçao, Benoît? Je vous ai vu un peu en détresse. Les Curaciens. Ouais. Des choses aussi. Ou les Hollandais. On aura compris. On parlait de l'Allemagne, peut-être, qui ont besoin de se rassurer. Bon, après le match d'hier soir, pas vraiment. Le chiffre du jour, on va tendre l'oreille. 239, c'est le nombre de buts marqués par l'Allemagne en Coupe du Monde. Et c'est un record, Benoît. C'est un but de plus que le Brésil. 238 en 115 matchs pour la Seleção, 239 pour les Allemands, mais avec 2 matchs
en moins, Et qui a un meilleur ratio. Et 2 Coupes du Monde en moins. Absolument. Parce que le Brésil a participé à 23 Coupes du Monde, alors que l'Allemagne en a raté 2. Ils en avaient raté une avant-guerre, la première en fait, en 1930, et puis en 1950, parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne avait été suspendue des grandes compétitions internationales. Voilà, pas la première fois effectivement que l'Allemagne punit un adversaire 7-1 en Coupe du Monde. Les Brésiliens s'en souviennent encore visiblement. Ce drame donc de Belo Horizonte en demi-finale 2014 que vous évoquiez. Faut qu'on en parle maintenant. C'est là où je lève le petit doigt. J'ai une question à vous poser, une question importante. Attention, est-ce que cette Coupe du Monde élargie à 48 équipes, on se la posait déjà la semaine dernière, ne provoque pas de grands déséquilibres, Benoît? Oui, à l'image de ce qui s'est passé cette nuit entre l'Allemagne et Curaçao, le président de l'UEFA, Alexander Ceferin, qui avait déjà prévenu la semaine dernière qu'il risquait d'y avoir de très très grosses différences de niveau entre les équipes. Il a même parlé de matchs sans intérêt. Est-ce qu'il a raison ou pas, ou il a manqué une occasion de se taire, Xavier Barret? Non, il a raison. Il a raison. On l'a vu, vous parlez du 7. Ça ne présente pas un match sans intérêt quand on est un habitant de Curaçao ou du Cap-Vert, un Cap-Verdien. Les gens s'intéresseront quand même à la Coupe du Monde, dans le monde entier. L'élargissement de ce plateau, il a été fait pour des raisons politiques. Parce qu'il ne faut pas oublier que la FIFA, c'est en fait une multinationale, mais que le PDG, il est élu par les présidents des 200 fédérations qui composent la FIFA. Donc il faut donner à ces présidents en permanence des bonnes raisons de voter pour vous. Donc quand vous leur dites, voilà, maintenant on va plus avoir 32 pays à la Coupe du Monde, mais on va en avoir 48, du coup ton équipe nationale va y aller et chez toi tu vas être un héros, le président il vote pour vous. Donc c'est pour des raisons politiques d'abord que ça a été élargi, et ensuite pour des raisons économiques aussi. Mais là ça n'a pas marché parce que la FIFA a besoin de conquérir de nouveaux marchés. Ces nouveaux marchés aujourd'hui, on l'a déjà expliqué dans cette émission, c'est bien sûr l'Amérique du Nord, on y est, mais c'est surtout la Chine et l'Inde. Mais là, même si l'Asie, le contingent de pays qualifiés pour la zone asiatique est passé de 5 à 8, eh bien la Chine et l'Inde ne se sont pas qualifiés. Qui sont des très gros marchés potentiels. Il faudra regarder aussi, j'imagine, les chiffres en termes d'audience au final. On verra si ça fonctionne ou pas de façon lissée sur le long terme. Un match comme ça intéresse, c'est suivi? Ça dépend, oui, ça dépend des pays. En Allemagne, il y a une grosse audience, effectivement, même si c'est contre Curaçao. En revanche, c'est sûr qu'un Iran-Égypte ou plutôt un Iran-Nouvelle-Zélande, même un Égypte-Belgique, la Belgique reste une équipe performante, l'Égypte aussi, mais ce sont des affiches qui, au niveau international, attirent moins les gens. Bon, on aime les images dans le club du mondial. Une vidéo qui est devenue virale depuis plusieurs heures. Voilà, et c'est coup de sifflet. Aujourd'hui, vous allez comprendre. Une vidéo de cet arbitre australien filmé en train de faire un potentiel geste suprémaciste blanc, Benoît. Oui, il s'appelle Sean Evans. Il était le superviseur de l'assistance à l'arbitrage vidéo lors de ce match entre l'Allemagne et Curaçao. Son geste qui est sous enquête de la FIFA. Alors ce geste, c'est quoi? Avec sa main droite, le pouce et l'index se touchant, tandis que les autres doigts restent tendus. Tout sourire, bien sûr, on le voit à l'écran. Il a maintenu ce signe de la main pendant plus de 6 secondes avant de se tourner vers les écrans. Oui, ce geste qui est le symbole d'un emoji également populaire. Il peut avoir aussi une connotation politique. Ces dernières années, il a été utilisé pour symboliser les suprémacistes blancs, les 3 doigts restants formant un W pour white et le pouce et l'index permettant de dessiner un P pour power. Voilà, c'est donc... Voilà, c'est donc à la FIFA maintenant d'enquêter. La Coupe du Monde qui tient l'une de ses premières grosses polémiques, d'où notre coup de sifflet ici. Les hommes de Didier Deschamps ont quitté leur camp de base de Boston après un dernier entraînement sous la chaleur du Massachusetts, direction New York. La Big Apple et ses gratte-ciel iconiques que bon nombre de joueurs de l'EDF connaissent, de l'équipe de France, l'EDF c'est pas mieux, connaissent en lice face au lion de la Teranga, donc à New York, une ville monde, cosmopolite, où toutes les communautés, évidemment, bien sûr, se côtoient. Ce week-end, New York a pu célébrer donc ses champions NBA, place désormais à un autre ballon rond aujourd'hui. Entre la France et le Sénégal, une idée de la compo peut-être, Xavier? Il y a des choses qui ont déjà fuité? Avec Didier Deschamps, il y a rarement des surprises. Tout est bien étudié, étalonné, on fait des expériences. Si ça marche pas, on passe à autre chose en amont. Donc normalement, la composition, c'est l'équipe qui est annoncée un peu partout, avec un quatuor offensif qui devrait être Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué et Kylian Mbappé. Voilà, donc c'est
On sait qu'il y avait une discussion sur 2 ou 3 postes, notamment le poste d'arrière gauche aussi, plutôt Théo Hernandez ou plutôt... Ce sera Théo Hernandez. Ce sera Théo Hernandez. À droite, pareil, Jules Koundé plutôt que Malo Gusto. Toujours la priorité à l'expérience et aux valeurs sûres. Avec des chances, ça marche comme ça depuis 14 ans. Et c'est un peu le climat, là, le petit climat à J-1 ? Oui, c'est des joueurs qui ont beaucoup d'expérience maintenant, donc ils sont plus excités qu'inquiets. Il n'y a pas tellement de raison. Alors, c'est vrai que la valeur de l'adversaire met un petit coup de pression, mais ces joueurs, ils ont tous enchaîné Euro, Coupe du Monde, Euro, Coupe du Monde. Il y a très peu de véritables novices à ce niveau-là. Et ceux qui, effectivement, débutent dans cette compétition, ils ont, pour un certain nombre d'entre eux, ils ont gagné la Ligue des Champions avec le PSG, donc ils savent ce que c'est que le très haut niveau. Une image, Elisabeth, une image de Ryan Cherki, un joueur dont on parle de plus en plus. Il ne sera pas titulaire demain, c'est plutôt un rôle de super sub, super remplaçant qu'il va avoir dans cette Coupe du Monde. L'ancien Lyonnais de 22 ans, joueur qu'on découvre ces derniers temps avec beaucoup de vidéos postées par la fédération ces dernières heures. Plutôt très sympa, il s'est fait livrer, vous savez, un carton avec... plein de casques audio à distribuer à ses coéquipiers ainsi qu'au staff de l'équipe de France. Il est vraiment pas farouche avec les caméras, ce Ryan Cherki. Et un joueur qui plus est très technique, c'est l'heure du tuto, comment contrôler la balle. Regardez-le à l'entraînement tout de suite avec Désiré Doué, juste avant de partir à New York. Voilà, Ryan Cherki, qui est, il y a une petite traîne qui est en train de monter autour de lui. Il vit sous les projecteurs depuis très longtemps, puisque c'était le surdoué du centre de formation de l'Olympique lyonnais. Donc il a été habitué à ce qu'on s'intéresse à lui, et il a les conseils d'un ancien journaliste de l'équipe qui justement lui explique bien comment communiquer. Il le fait très bien, et comme son talent de footballeur est à la hauteur de ses qualités de communicant, on tient là sûrement une des futures, une des nouvelles stars du football français.